La tranquillité d'une banlieue de Tijuana au Mexique a été interrompue par une aventure qui s'est transformée en crime sanglant. Margarita Flores, à 27 ans, était une femme chaleureuse et dynamique qui excellait dans les cercles sociaux conservateurs de la ville, où les traditions prévalaient sur la modernité. Cependant, au fil du temps, Margarita a commencé à ressentir un sentiment croissant d'enfermement dans son mariage avec José Flores, qui avait 10 ans de plus qu'elle. José l'avait captivée il y a des années avec des promesses d'une vie pleine d'émotions, de stabilité et d'affection, mais la réalité qui s'impose, marquée par ses incessants voyages d'affaires, est très différente. Lui, un homme d'affaires dans l'industrie de la construction, passe des semaines à voyager dans tout le pays pour conclure des affaires. Au début, Margarita appréciait la vie opulente que lui procurait la richesse de son mari. Elle assistait à des événements caritatifs, rencontrait des amis pour prendre un café et passait ses après-midi à parcourir les boutiques de luxe. Cependant, bientôt le style de vie lumineux a commencé à perdre de son éclat, et Margarita a commencé à aspirer à quelque chose au-delà de la cage dorée dans laquelle elle se trouvait. Ses amis et sa famille ont remarqué sa solitude et ont commencé à marmonner sur les priorités de son mari, se demandant à haute voix si Joseph était conscient de son malheur. Pendant ce temps, le père de José Flores, Manuel Flores, est revenu dans la vie de Margarita. Manuel, un homme riche dans la soixantaine, avait été une figure importante de l'enfance et de la jeunesse de José, connu pour son succès et son pouvoir dans les milieux d'affaires et sociaux. Sa personnalité était magnétique, mais aussi dominante, et son regard s'attardait souvent sur Margarita, plus longtemps que d'habitude lorsque José n'était pas présent. Manuel a commencé à être omniprésent, visitant la maison sous prétexte de contrôler les affaires intérieures et d'offrir de la compagnie pour soulager son isolement. Ces visites commençaient innocemment par des thés du matin ou de petits dîners partagés lorsque José était absent, au cours desquels il était attentif, lui posait des questions sur sa journée, écoutait ses frustrations et la flattait subtilement d'une manière qui ravivait l'étincelle dans ses yeux. À la fin de l'été, l'attirance de Manuel pour Margarita était passée d'une légère fascination à un intérêt plus intense. Ses paroles, bien qu'indirectes, faisaient allusion à ses sentiments et étaient conçues pour faire appel à la solitude de Margarita. L'attention qu'il lui accordait était rafraîchissante et validante, un contraste frappant avec la négligence qu'elle avait endurée dans son mariage. Elle ne s'était jamais sentie aussi vue ou aussi comprise. En octobre 2015, leur relation prit un tournant. Ce qui avait été des moments fugaces de chaleur s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Manuel a suggéré qu'ils se rencontrent à l'extérieur de la ferme, dans un petit hôtel à la périphérie de la ville. Elle hésitait, mais elle ne pouvait ignorer la tentation. La nature secrète de ces rencontres ajoutait une excitation qu'il n'avait jamais connue de sa vie. Dans son mariage avec Joseph, ils ont continué à se rencontrer dans des endroits cachés et des quartiers calmes et isolés de la ville, où ils savaient que personne ne les reconnaîtrait. Chaque rencontre a renforcé leur lien, mais ce que Margarita n'a pas perçu, c'est l'étendue du contrôle de Manuel sur elle pendant ces mois. L'influence de Manuel sur Margarita devenait de plus en plus manipulatrice. Il est devenu possessif, l'attirant avec un mélange de charme et de contrôle. Cela lui rappelait sa solitude, suggérant subtilement que Joseph ferait toujours passer son travail avant elle. Les paroles de Manuel ont commencé à semer des graines de doute, amenant Margarita à remettre en question les fondements de sa vie, de son mariage, et enfin, de sa propre valeur. Elle s'est retrouvée piégée dans un cycle de désir et de culpabilité, incapable de mettre fin à l'affaire, mais de plus en plus mal à l'aise avec la domination croissante de Manuel. Les motivations de Manuel n'étaient pas pures à ses yeux. Margaret était une évasion vibrante de sa propre vie, qu'elle trouvait vide et insatisfaisante malgré sa richesse et son influence. Bien que le pouvoir qu'il exerçait sur les gens l'avait toujours excité, avec Margarita, c'était différent. Elle représentait une conquête à laquelle il ne pouvait résister. Une belle extension de ses propres désirs. Plus elle lui faisait confiance émotionnellement, plus Manuel contrôlait les conditions de leur réunion, choisissant les heures et les lieux de rencontre, souvent dans des endroits qui lui rappelaient sa dépendance à son égard. Au début de 2016 ans, la personnalité autrefois vibrante de Margarita s'était estompée
éclipsé par l'influence de Manuel. Ses amis ont remarqué le changement lorsqu'ils l'ont vu se retirer de ses cercles habituels, adoptant un comportement plus calme et réservé. Elle évitait les réunions ou des sujets sur son mariage où Manuel pourrait survenir. Elle était bouleversée par la double nature de sa relation avec lui. D'une part, il satisfaisait son besoin de connexion, mais, d'autre part, il la maintenait liée à un secret et à une culpabilité qui la dévorait. Au fil des mois, les visites de Manuel sont devenues plus fréquentes et sa domination sur Margarita s'est approfondie. Il n'était plus seulement un compagnon mais une force qui dirigeait sa vie. Margarita avait perdu le contrôle, incapable de prendre une seule décision sans tenir compte de sa réaction. Alors que José Flores était en voyage d'affaires, la possessivité de Manuel est devenue plus sombre et leurs rencontres ont acquis une tension palpable. Margarita se sentait piégée, mais elle ne pouvait pas se libérer de la seule relation qui semblait combler le vide dans sa vie. Ce lien tordu atteindrait bientôt un point de rupture, et l'ombre de la trahison ferait place à une tragédie que personne, pas même Margarita, n'avait vu venir. Le matin du 6 mars 2016, la police a été appelée au domaine de Los Reyes après qu'une femme de chambre a découvert le corps de Manuel dans son bureau, affalé sur son bureau, avec de multiples coups de couteau. La scène était horrible et montrait des signes de lutte. L'analyse médico-légale a révélé l'utilisation d'une petite lame tranchante, peut-être un couteau de cuisine. Les taches de sang indiquaient que Manuel avait riposté, suggérant que sa mort n'était ni rapide ni paisible. Le 8 mars, la succession des rois était tendue et pleine de murmures lorsque les détectives ont commencé leur enquête sur le meurtre de Manuel. La famille et le personnel de la maison, visiblement secoués, ont échangé des regards inquiets en attendant leur tour de parler aux autorités. Dès le début de l'enquête, il est devenu clair que les détectives cherchaient quelque chose de plus profond, quelque chose de caché dans les délicates fissures de la façade de cette riche famille. José Flores, le fils en deuil et héritier de la fortune des Reyes, a été le premier à être interrogé. Il avait quitté la ville pour affaires, ce qui a été confirmé par des reçus et de nombreux appels téléphoniques à ses associés dans une autre ville. Il est resté calme en parlant de sa relation avec son père, commentant d'un ton sombre l'influence et l'héritage de Manuel. Cependant, sous son attitude sereine, il y avait un éclair de tension et un inconfort évident à être examiné à un moment aussi vulnérable. Sans aucune preuve le liant au crime, les détectives se sont rapidement tournés vers d'autres suspects possibles. L'interrogatoire suivant était pour Margarita, la jeune et belle épouse de José Flores. Margarita était devenue une énigme pour les chercheurs, quelqu'un qui ne correspondait pas clairement au rôle traditionnel au sein de la famille. À première vue, Margarita semblait être la belle-fille en deuil, mais son comportement l'a trahi. Ses gestes nerveux et ses regards agités révélaient plus que de la douleur. Il luttait avec quelque chose de caché, une anxiété que les détectives ne pouvaient ignorer. Margarita a affirmé avoir passé la nuit du meurtre avec sa sœur, un alibi qui aurait pu être accepté dans des circonstances moins critiques. Cependant, au fur et à mesure que les détectives se plongeaient dans leur version, il est devenu clair que les détails ne correspondaient pas. Les enregistrements téléphoniques ont révélé une vérité troublante. Le téléphone de Margarita était resté près du domaine des rois la nuit du meurtre. Cette révélation a jeté le doute sur son histoire et a fait d'elle le centre de l'enquête. Alors que la suspicion grandissait autour d'elle, l'esprit de Margarita était une tempête d'émotions contradictoires. Au cours des derniers mois, sa vie était devenue un cycle sans fin de secrets et de mensonges. La source de son tourment était Manuel, son beau-père, avec qui elle était tombée dans une relation illicite et compliquée. Ce qui avait commencé comme une distraction de sa solitude s'était transformé en quelque chose de sombre et d'ingérable. Leur lien, initialement basé sur une fascination mutuelle, avait pris une tournure tordue, devenant un piège psychologique auquel Margarita ne voyait aucune issue. Le 10 mars, les détectives ont découvert la preuve essentielle qui allait façonner l'affaire. Une série de SMS entre Margarita et Manuel. Les messages brossaient le tableau d'une relation volatile, pleine d'arguments, de confrontations émotionnelles et de manipulations croissantes de Manuel. Les détectives ont appris que la nuit de sa mort, Manuel avait appelé Margarita à son bureau privé
affirmant qu'il avait un besoin urgent de parler, et ils ont reconstruit leur conversation à partir de fragments de ces textes. Les messages indiquaient un changement fondamental. Manuel avait décidé de mettre fin à la relation, craignant peut-être qu'un jour elle soit découverte. C'était la première fois qu'il s'éloignait d'elle, laissant Margarita avec la dure réalité que la seule personne en qui elle avait confiance l'abandonnait maintenant. Pendant que les détectives étudièrent les messages, ils ont découvert une dynamique effrayante entre les deux. Manuel avait utilisé son pouvoir sur Margarita d'une manière qui allait bien au-delà d'une simple affaire. Lorsque Margarita a suggéré de mettre fin à la relation, Manuel l'a menacé de tout dire à José. Dans les moments de faiblesse, il insinuait qu'il l'exposerait si elle osait le défier, la laissant piégée dans une toile de culpabilité et de peur. Le poids de son contrôle la poussait à obéir, même s'il la déchirait intérieurement. Plus elle passait de temps dans cette relation toxique, plus elle réalisait à quel point Manuel contrôlait méticuleusement sa vie. Dans ses mains, chaque action, chaque pensée, était gâchée par sa présence. Avec la décision soudaine de Manuel de mettre fin à tout, Margarita a fait face à un vide terrifiant. Ce fut un choc pour son système. L'homme qui avait autrefois été une source de camaraderie, aussi destructrice que soit la relation, l'a interrompu sans avertissement. Le désespoir de Margarita grandissait, et l'isolement qu'elle avait ressenti dans son mariage atteignait maintenant des niveaux insupportables. Elle avait été abandonnée par la seule personne qui la connaissait vraiment, peu importe à quel point elle l'avait fait. Cette connexion lui avait coûté cher. Les détectives ont maintenant vu Margarita sous un nouveau jour. Ses gestes nerveux n'étaient plus seulement des signes de douleur ou de culpabilité, mais d'une femme acculée, déchirée entre son attachement à un homme puissant et le désespoir que sa trahison avait entraîné. C'était une femme noyée dans son propre silence, étouffée par les secrets et les manipulations, poussée à bout par une relation qui l'avait consumée. Alors que les détectives reconstituaient les dernières interactions entre Margarita et Manuel, ils ont commencé à voir un point de rupture psychologique commencer à émerger. Margarita a été prise dans une tempête d'émotions contradictoires, colère, tristesse et peur, toutes devenues folles dans les heures précédant la mort de Manuel. Ils se demandaient si, au plus profond de leur désespoir, ils ne l'avaient pas poussée trop loin, la forçant à un endroit où sa seule échappatoire était de faire taire l'homme qui avait retenu sa vie captive dans cette matière cachée. Sous les couches de tromperie et de honte, Margarita avait pris une décision fatale, avec un but terrible. Le 12 mars, l'arrestation de Margarita Flores a secoué toute sa communauté, suscitant la peur et la panique à la fois parmi ceux qui la connaissaient et parmi ceux qui ne connaissaient qu'elle. Le matin de son arrestation a été marqué par des chuchotements et des conversations calmes entre voisins, amis et étrangers qui se pressaient autour du domaine des rois, désireux d'apprendre les détails du scandale qui se déroulait derrière les murs du manoir. Margarita a été placée en garde à vue après que la police a confirmé que ses empreintes digitales se trouvaient sur le couteau utilisé pour tuer Manuel. Les preuves de plus en plus nombreuses, combinées à la relation troublée avec son beau-père, suffisaient à brosser un tableau clair mais inquiétant aux yeux du public. En quelques heures, des gens de tout le pays parlaient de Margarita Flores et de l'homme qu'elle aurait assassiné pendant sa détention. Margarita semblait distante, presque inconsciente des événements qui l'entouraient. Elle a à peine parlé pendant l'interrogatoire, n'offrant qu'une déclaration énigmatique sur le contrôle exercé par Manuel sur elle. Les enquêteurs l'ont décrite comme presque fantomatique, une femme accablée de secrets et de culpabilité. Il n'a pas avoué le crime ni tenté d'expliquer son innocence. Au lieu de cela, il est resté dans un silence qui n'a fait qu'alimenter la fascination du public. Les avocats de Margarita se sont précipités pour présenter une stratégie de défense qui a détourné l'attention du contrôle psychologique de Manuel sur elle. Ils ont parlé d'un schéma de manipulation qui avait amené une femme à son point de rupture, victime d'un homme qui avait usé de son influence pour la retenir captive dans son affaire. Ils ont fait valoir qu'il ne s'agissait pas simplement d'une femme qui avait trahi son mari à son beau-père, mais d'une femme piégée par une manipulation émotionnelle si puissante qu'elle a finalement brisé sa stabilité mentale. Le 20 mars, la salle d'audience était devenue le centre d'attention de tout le pays. Chaque jour, la salle d'audience était remplie de gens espérant apercevoir la femme dont l'histoire les avait captivés.
L'air était lourd de tension, et chaque siège était occupé par des spectateurs, des journalistes et des curieux. Pendant ce temps, devant les portes, les gens débattaient à voix basse pour savoir si Margarita était une victime, une criminelle ou les deux. Les médias ont profité de chaque nouvel événement, transformant le drame judiciaire en une quasi-obsession. Chaque titre détaillait les complexités émotionnelles qui avaient conduit au crime. Le bureau du procureur a adopté une position agressive, décrivant Margarita comme une femme calculatrice qui avait utilisé sa relation avec Manuel à son avantage, jusqu'à ce qu'elle ne lui serve plus bien. Ils ont fait valoir que son mobile était froid et égoïste, et qu'elle avait tué Manuel pour se libérer de l'affaire, tout en protégeant son mariage avec José Flores. Son interprétation de Margarita comme une personne capable de comploter un crime avec une telle cruauté a semé la peur dans le cœur de ceux qui ne la voyaient auparavant que comme une belle figure tragique. Cependant, la défense a présenté une histoire différente, un récit d'un profond impact psychologique. Ils ont montré Margarita, non pas comme une assassin intrigante, mais comme une femme désespérée qui avait perdu son identité sous l'influence de Manuel. Ils ont décrit comment il l'avait manipulée, des gestes subtils aux menaces manifestes, créant une toile de contrôle à laquelle Margarita ne pouvait échapper avant qu'il ne soit trop tard. Son argument était simple mais puissant. Margarita avait également été une victime, une femme qui avait temporairement perdu la raison en raison des tourments psychologiques que Manuel lui avait infligés. Au fur et à mesure que le procès progressait, l'émotion en jeu s'intensifiait, et José Flores fut bientôt appelé à la barre à un moment qui serait discuté pendant des années. Il a affronté le tribunal déchiré entre la loyauté envers son père et la trahison qu'il ressentait de la part de sa femme. La tension dans la pièce était palpable alors qu'il était assis, le visage tendu par le poids de ce qu'il était sur le point de partager. José Flores avait perdu son père, mais il était également confronté à la dure réalité que sa femme, la femme en qui il avait confiance, était impliquée dans le meurtre. Son témoignage était rempli d'émotions brutes alors qu'il luttait pour gérer les sentiments contradictoires de colère, de tristesse et de trahison qui l'accablaient. José Flores a parlé de son père, partageant des souvenirs qui montraient Manuel comme une présence forte, parfois intimidante, mais aussi comme un homme qu'il avait profondément aimé. Elle a décrit le charisme de son père, son influence et le contrôle qu'il avait sur sa vie, allant même jusqu'à Margarita. Mais quand il a mentionné sa femme, sa voix a changé, s'adoucissant d'une note de regret. Il a admis avoir vu des signes de malheur de Margarita, signes qu'il avait ignorés dans sa quête de réussite professionnelle. Cette reconnaissance de sa propre culpabilité d'avoir contribué à sa solitude a provoqué une vague de réactions dans le public. Certains y ont vu une ironie tragique, comme si José Flores avait en quelque sorte poussé Margarita vers son père. La sœur de Margarita a également été appelée à témoigner. Elle a révélé un côté de Margarita que peu de gens connaissaient, peignant le tableau d'une femme qui était autrefois pleine de vie et d'optimisme, mais qui est progressivement devenue distante, réservée et craintive. La sœur a raconté comment Margarita lui avait confié, des mois auparavant, qu'il y avait des problèmes avec Manuel, bien qu'elle ne soit jamais entrée dans les détails, trop peur des conséquences possibles. Le témoignage de la sœur a brossé un tableau vivant de la lutte intérieure de Margarita, de sa peur constante et de son désespoir d'échapper à une aventure qui avait complètement échappé à son contrôle. Dans ces moments tendus dans la salle d'audience, le public a été témoin d'une famille brisée, chaque membre emportant avec lui un morceau d'histoire différent. José Flores, qui a dû concilier son amour et sa loyauté avec une vérité amère. La sœur de Margarita, qui en savait assez pour ressentir la douleur de l'impuissance, regrettant de ne pas avoir fait plus, et Margarita elle-même, assise dans un silence qui a irrité et déconcerté toutes les personnes présentes chaque jour. Le procès a révélé d'autres couches d'une affaire tragique, tissée de secrets de manipulation et de trahison. Pour tous ceux qui regardaient, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas seulement d'une affaire de meurtre, mais d'une histoire de vie fracturée, d'une famille détruite par les désirs, les ambitions et les jeux de pouvoir. Au fur et à mesure que les témoignages progressaient, la frontière entre la victime et l'agresseur est devenue floue, laissant tout le monde se demander qui était vraiment innocent dans cette saga tragique.
Après des semaines de témoignages déchirants, d'explosions émotionnelles et de délibérations angoissantes, le procès a atteint sa conclusion dramatique. Le juge a prononcé un verdict qui pesait non seulement sur Margarita Flores, mais sur tous ceux qui avaient suivi l'affaire. La salle d'audience a été plongée dans un silence stupéfait lorsque Margarita a été reconnue coupable d'homicide involontaire. Un verdict qui a reconnu son allégation de violence psychologique, mais l'a tout de même tenue responsable du crime. La peine de 20 ans a résonné bruyamment dans la salle d'audience, un rappel solennel d'une vie détruite par le contrôle, la manipulation et une tentative désespérée de se libérer d'une relation tordue. Au fur et à mesure que le maillet tombait, le poids de tout reposait sur les épaules de Margarita. Elle n'était plus seulement une femme empêtrée dans une liaison illicite, mais un symbole, une figure tragique prise entre amour et captivité. Dans les jours qui ont suivi, son visage, autrefois vibrant et plein d'espoir, était marqué de la sombre résignation de celui qui a tout perdu. Elle a été escortée hors de la salle d'audience en silence, une ombre de la femme qu'elle était autrefois. Alors que les caméras capturaient chaque pas, chaque instant de sa chute, son histoire est devenue un avertissement qui a déclenché des conversations et des débats dans tout le pays. Les gens parlaient d'elle non seulement comme d'une femme qui avait commis un crime, mais aussi comme d'un exemple tragique des extrêmes qui peuvent être atteints lorsque le pouvoir est abusé. L'impact du verdict a laissé José Flores émotionnellement brisé. Il avait déjà perdu son père, mais ce procès l'a forcé à faire face à une réalité encore plus douloureuse. Sa femme, celle qu'il aimait profondément autrefois, avait été complice d'une trahison qui avait non seulement mis fin à la vie de son père, mais avait également détruit la sienne. Pour José Flores, chaque détail qui est apparu pendant le procès était comme une nouvelle blessure qui ne guérirait jamais complètement. Dans les jours suivants, José Flores a pris la décision de quitter le Mexique, incapable d'affronter les souvenirs et les chuchotements qui restaient sur la propriété de sa famille. La vie qu'il avait construite à Tijuana, la famille qu'il avait essayé d'honorer, semblait maintenant être un fardeau qu'il ne pouvait plus supporter. Son départ a été silencieux, marqué seulement par quelques amis proches et la famille qui se sont réunis pour lui dire au revoir. Il est parti avec la promesse de ne plus jamais parler de l'affaire, choisissant d'enterrer la tragédie avec son départ. La vie qu'il s'était imaginée avait disparu, remplacée par un avenir fracturé et incertain. Le manoir des rois, autrefois symbole de richesse et de pouvoir, est resté étrangement vide. Ce qui était autrefois plein de vie est devenu un sinistre rappel de tout ce qui a été perdu. Les couloirs qui résonnaient de rires et de conversations étaient maintenant silencieux, un reflet vide des membres brisés de la famille. Le personnel, autrefois loyal et fier de servir les rois, est parti, incapable de supporter le poids de travailler dans un endroit pollué par tant d'obscurité. Le décor opulent et les meubles finement ouvragés sont restés intacts, accumulant la poussière comme s'ils attendaient un temps qui ne reviendrait jamais. Pour la communauté, la propriété vide est devenue une sorte d'histoire de fantôme, un lieu plein de souvenirs de pertes dues à la trahison et aux conséquences tragiques d'un pouvoir débridé. Les habitants chuchotaient les événements qui se déroulaient à l'intérieur de leurs murs, partageant des versions de l'histoire qui grandissaient à chaque récit. Le manoir n'était plus un symbole de prestige, mais d'un scandale qui a à jamais entaché le nom de la famille Reyes. Les enfants se sont mis au défi de se rapprocher, tandis que les adultes la regardaient avec une tristesse silencieuse, se souvenant de la façon dont les choses s'étaient passées auparavant. Les années suivantes ont vu l'histoire de Margarita racontée d'innombrables fois dans des articles, des émissions spéciales télévisées et des chuchotements entre voisins. Son visage est devenu l'emblème tragique des conséquences du pouvoir et de la manipulation, d'une vie tordue par le contrôle et des choix désespérés motivés par l'amour. L'affaire qui la retenait autrefois captive restera dans les mémoires, non pas comme une romance, mais comme une histoire d'obscurité et de désespoir. Une spirale tragique qui a changé à jamais toutes les personnes impliquées. Voilà pour cette histoire étrange et n'oubliez pas de l'aimer. Abonnez-vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.